Pourquoi on ne peut pas le laisser de faire rêver et plutôt faire réfléchir? Pourquoi on ne peut pas laisser de faire danser les cœurs et faire plutôt palpiter les cœurs, faire plutôt les cœurs réfléchir, faire plutôt à ce que le cerveau soit en train de travailler, éradiquer tous ces problèmes qui ont dans la société. Et au fur et à mesure, je me suis lancé aussi à écrire le beau, à écrire la réalité, à écrire le mal-être, à mettre ma plume, si on peut le dire, au service de l'humanité. Je passe à votre question puisque le Malais continue de se mouvoir et nous ne sommes pas à la fin. Qui vit ou qui a vécu dans le cadre que tu connais bien, à lui, dans la quatrième de couverture, quand vous avez fait un listing d'un certain nombre d'incongruités de la société, des mots de l'actualité comme du passé, vous allez faire un parallèle entre la colonisation, le néocolonialisme et la conjoncture. Vous avez fait une forme d'ébauche des différents griefs qui gangrènent notre société aujourd'hui, mais que vous avez curieusement entremêlé avec cette célébration de la vie et de l'amour. Qu'est-ce qui constitue, Fabrice, le dénominateur commun entre ce témoignage d'une vie exécrable que vous avez observé dans la conjoncture aujourd'hui chez nous et qui se retrouve assiégé dans le même sein de votre document avec le désir de célébration, ce débordement lyrique d'affection? Essayez de nous expliquer, Fabrice, le point de convergence, le dénominateur commun qui fait que cet isolement-là trône ou séjourne dans une même enceinte. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette dédicace, cette signature avec votre concours. Il s'agit du soutien ineffable de votre présence pour ces jeux. Nous nous rendons compte qu'il y a cette verve, cette tendance à la satire, à la dénonciation, à pointer ce ton accusateur sur le marasme, comme vous l'avez si bien nommé. Et à côté de cela, nous ressentons une forte présence d'un épanchement affectif. L'amour qui trône en lieu et place. La confiance en soi, la célébration de la femme. Comment pouvez-vous vous expliquer ce foisonnement de termes qui semblent antinomiques avec le malaise également et au désir de célébration? Fabrice, nous en raffolons l'explication à ce sujet. Il continue d'arriver, ces invités. Et pour ne pas se laisser dénoncer, tous ceux qui sont déjà assis le savent bien. Nous avons une carrière exceptionnelle à déguster ce soir. Cette opus, cette œuvre de l'esprit que nous chantons aujourd'hui, cet épanchement lyrique, cette célébration de la vie à travers les écrits, à travers les bonnes mœurs. Les mots sont des pistolets chargés, comme disait l'autre, transparent. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, le champ de l'écriture devra constituer un point focal de l'intérêt de la jeunesse? C'est très important, notre problématique à dégager ce soir. Lorsque nous aurons terminé ce palais de dédicace, nous allons certainement un très brillant exposé qui avait parlé sur la quintessence du texte intégral, l'ouvrage. Quelles en sont les muses? Quelles en sont les implications socio-politico-idéologiques
Quelles sont les implications philosophiques, les implications éthiques? Pour aujourd'hui, on parle d'une anthologie, d'un morceau choisi d'écrit, qui trône dans un seul et même rayon, dans une seule et même enceinte, et à quoi devrait-on s'attendre? Quelle est la substance de l'ouvrage? Pourquoi devrait-on, une fois rentré chez nous, déguster à chaque fois le contenu de cet ouvrage, groupement après groupement? Pourquoi brisure? Pourquoi la quête de l'identité? Pourquoi mélange? Que mélange-t-on? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir. L'espace et le temps nous serons donnés de revenir sur ces différents aspects. Outre mélange, outre brisure, nous avons, outre la quête de l'identité, nous allons voyager. Nous allons voyager dans le temps et dans l'espace pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans la tête de Marcel Guy, constitue le voyage. De quel voyage parle-t-il? Pour passer au câble dynastique. Pourquoi cette envie de voyager, ce déportement de soi? Sera-t-il capable de nous expliquer, oui, mesdames et messieurs, l'errance sentimentale ou alors un voyage spirituel? Tout le temps, nous les explorons. En attendant que Francisco revienne, nous assistons justement à l'arrivée incessante des invités, avec des accolades chaleureux et comme disait Angélin, à chanter à l'unisson. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes venus ce soir pour chanter à l'unisson avec, nous disons encore, le chapitre de la peine à se refermer, soutien, mesdames et messieurs, nous poursuivons l'attente. Alors, dans la société, pas seulement africaine, mais on pourrait dire le monde entier. Puisqu'on parlait du groupe d'origine, c'est vrai que c'est en Afrique, mais on parle aussi surtout du comportement à la de l'homme. Et on parle d'une arrachement scolaire et de la mauvaise gouvernance. Et si on doit trouver le point de convergence entre tous ces mots le monde entier, on pourrait dire c'est l'homme. On peut dire l'homme parce que, même en parlant de la mauvaise gouvernance, qui a appelé cette gouvernance? C'est l'homme. Puisque parfois, l'homme agit en pensant, j'entends souvent les gens disent bientôt la fin du monde. Mais non, il n'y aura pas de fin du monde parce que nous sommes venus trouver le monde et si nous continuons à nous comporter ainsi, nous partirons en laissant ce monde. La fin de l'humanité saurait être la fin du monde. Et c'est ce que beaucoup de gens parfois oublient lorsqu'ils posent des actes. Et notre but n'est pas seulement de décrire tout ce qui se passe de mauvais, mais aussi d'appeler l'homme à une conscience. Et vous pouvez par exemple, pour comprendre cette conscience, lire un genre disant, ou alors, si j'avais, et là vous comprendrez qui est le responsable et quel est le point commun entre tous ces différents mondes qui mènent la société en général, que ce soit occidentale ou la société africaine. Et c'est la raison pour laquelle c'est une mythologie d'ici et d'ailleurs, parce que les guerres participent n'existent pas seulement en Afrique. Et l'excellent, pas seulement en Afrique. La dictature n'est pas seulement en Afrique, parce que peu importe où on se trouve, on vit une forme de dictature qui pourrait être appelée, selon le programme, la démocratie. Un mélange de dictature et de démocratie. Et si on observe aussi, nous vivons dans un système où les politiques font tout pour imposer qui doit vivre et qui doit mourir. Et qu'on met en cause en faisant du massacre
Nous mettons tous ces différents motifs de la société et le plus commun des relations humaines. Et c'est pourquoi partout aujourd'hui, on va voir des manifestations sur l'action de l'homme, sur l'amour pour la nature et l'amour aussi pour l'humain. Je pense avoir satisfait votre attention. Merci. Je crois que... Merci, Madame. Sa question, je crois qu'il est en ligne. Bonsoir à tous et merci aux auteurs de cette belle dédicace. Je suis très content de voir ce qui se passe là actuellement. Donc, je suis Cyril Kanouafo et il y a quelques temps, je me suis prêté également à cet exercice fort gratifiant. Et j'en suis des accomplices parce que ça fait une voix de plus dans le gérant de la littérature qui porte à haute voix les douleurs de la population. Donc moi, j'ai juste une question pour nos auteurs. Quel rapport est-ce que vous faites entre la politique et la poésie? Est-ce que vous ne pensez pas que pour avoir plus d'impact, vous devrez peut-être aller sur le terrain, peut-être dans le champ de la politique, de façon à mieux faire passer vos idées, de façon à créer de nouveaux types de militants, en leur faisant voir la réalité qu'ils ne la voient actuellement, en leur donnant plus d'arguments pour défendre leurs positions, leurs convictions, en leur présentant la face du monde de façon plus profonde qu'ils ne la présentent actuellement. Donc c'est ça ma question. Quel est le rapport que vous faites entre la politique et la poésie? Est-ce qu'un poète devrait absolument s'engager en politique s'il veut voir les choses changer, ou alors décrire, présenter les situations pour restituer à faire changer les choses? Merci. Bonsoir. C'est un honneur pour nous que vous ayez accepté de sacrifier votre temps pour venir nous accompagner ce soir à cet événement mémorable. Ça nous va vraiment pas au cœur. Les mots seuls ne suffiraient pas à vous exprimer ce que nous ressentons réellement de nos sœurs forts. Donc une fois de plus, merci à mon nom propre et au nom des autres auteurs. Oui, je voudrais déjà répondre au frère Cyril qui a posé la question de savoir quel est le rapport que nous faisons entre la politique et la poésie. Je vais lui dire que ma section, dans ce chef-d'œuvre intitulé Voyage, la politique n'a pas échappé. Moi particulièrement et nous en général, on a touché tous les thèmes, tous les secteurs de la société que vous pouvez imaginer. Et quand vous allez parcourir précisément les poèmes, Reprends-toi Cameroun et Stop Nozoa, vous comprendrez réellement que nous avons pensé à la politique. Parce que comme l'a dit quelqu'un, si toi tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Et François Fanon l'avait dit en son temps, chaque génération devra, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. Nous avons fait le choix de découvrir déjà la nôtre et par la suite de la remplir. Et nous essayons de la remplir autant que tu peux au travers de cet ouvrage dans la résolution. Comme je disais tantôt, dans le peuple Reprends-toi Cameroun, là, j'ai fait allusion à la crise post-électorale qui a secoué ce pays depuis la dernière élection présidentielle de 2018 et qui jusqu'aujourd'hui continue, même si peut-être c'est un peu ici. J'ai fait allusion à cette crise post-électorale où le
parti au pouvoir et l'opposition se sont retrouvés en quelque sorte dans une situation de chaîne de défaillance. Et par la suite, il y a également le point Stop No War. Je ne vais pas être exhaustif, mais je vais me limiter à ces deux points. Quand je dis déjà Stop No War, vous pouvez facilement comprendre à quoi nous faisons allusion. Plusieurs années aujourd'hui, nos compatriotes de région anglophone sont secoués par cette crise interne. Oui, donc je pense avoir apporté des éclaircies à notre chef frère. Merci. Oui, je devrais aussi un peu. Ainsi, on ne devrait pas entrer également dans le champ politique pour mieux impacter la société. Cette question m'a fait penser un peu une question que lors de la journée philosophique à l'école, elle devait me poser la question de savoir est-ce que les philosophes ne peuvent pas aussi entrer dans la société, ne peuvent aussi être des politiciens puisqu'ils se limitent à dénoncer. Moi, j'avais répondu tout simplement pour dire ne faisons pas le procès de l'inclusivité aux gens. L'artiste seul ne peut pas impacter la société. L'artiste seul ne peut pas changer. Chacun a sa part de responsabilité pour pouvoir éradiquer les mots qui nous nuisent. Nous faisons la nôtre. Nous essayons de voir comment la société est engrenée et d'exposer les mots qui nuisent cette société. Et c'est ensemble, avec notre force vive, que nous pourrons davantage éclaircir et purifier la société. Donc, dire que nous devons entrer forcément dans le chemin de bataille, c'est facile, mais de notre part aussi, nous on est dans ce chemin de bataille-là. Même en dénonçant, c'est pas facile, même en écrivant, on est en train de d'œuvrer, et en ce moment, nous sommes en train de d'œuvrer. Donc, c'est pas en étant politicien que nous serons amplement politiciens. Nous ne sommes déjà à notre niveau et que chacun joue sa part de rôle. Le lecteur, par exemple, il ne suffit pas de lire, il faut prendre conscience de ce qu'on est en train de dire dans le texte. Chacun doit pouvoir être touché par les mots que nous sommes en train de présenter. Chacun doit pouvoir prendre conscience que le changement commencera d'abord par lui. Par nous avons commencé déjà un peu à prendre conscience de cela, mais est-ce que la société est prête à prendre conscience de cela? Là encore, c'est une question à répondre. Bonsoir, chers invités. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous soutenir par votre présence ici. Je vais m'appesantir sur certains points et en particulier essayer d'apporter tous les éclaircissements sur la question de notre confrère Cyril, celle de savoir quel est le rapport entre la poésie et la politique. Au préalable, je vais partir de cette pensée d'un politicien camerounais qui a son nom Nouvelle Ignoré, qui disait tout est politique. Tout est politique. En fait, quand on parle de politique ici, il faut voir le pouvoir politique, ça veut dire la classe dirigeante. Et la poésie ici, on voit une classe en quelque sorte qui est dirigée, parce que ce ne sont pas les artistes qui dirigent, mais il y a des personnes qui sont supérieures à eux. Alors, en réalité, il y a un rapport essentiellement antinomique entre la poésie, surtout cette forme de poésie que nous prenons, qui est essentiellement éthique, même si elle est esthétique, d'autre part, et le politique. Je m'explique. Nous sommes des auteurs engagés. Nous sommes des personnes qui, à notre niveau, essayons de combattre plusieurs parodies de justice que nous vivons dans la société camerounaise. Et pour être vrai, cela ne coïncide pas forcément avec le politique, parce que le politique a généralement besoin d'une stabilité. Or, la dénonciation c'est faire preuve d'instabilité. Si on rentre un peu dans l'apologie de Socrate, on sait que l'un des chefs d'accusation de Socrate était la corruption de la jeunesse. Oui. Donc je disais qu'il y a ce rapport antipétique. Il y a ce rapport antipétique entre la politique et la poésie. Surtout qu'au départ, la poésie se veut
l'art et les belles lettres en quelque sorte. Et je peux également profiter pour mieux expliciter cela, faire un léger témoignage. Lorsque j'avais publié un premier ouvrage, j'ai rencontré des difficultés toujours à cause de ce problème politique, au point où j'étais obligé de publier l'ouvrage en France. Donc, malheureusement, il y a ce conflit-là, parce que le politique a horreur des personnes qui dénoncent. Le politique a horreur des personnes qui sont éveillées. Le politique a horreur des personnes qui sont capables de faire une assiette spirituelle de l'esprit et voir ce qui n'est pas bon et essayer d'amener les autres à dire non, ici ça ne tient pas. Donc, je conclue en disant que c'est un rapport anti-politique. Et parlant du terrain, comme nous l'a conseillé notre confrère, cette dédicace est aussi une manière pour nous d'être actifs sur le terrain. Le plus important, c'est de le lire. Peut-être ça va susciter en chacun de nous un certain désir d'émancipation spirituelle en quelque sorte. Donc c'est aussi ça l'objectif. Surtout que la dédicace se fait au nom du CECLAF. Le CECLAF, c'est notre association, Cercle des étudiants, Cercle des écrivains libres de l'Afrique. Cercle des écrivains libres. Il y a bien le mot libre. Et vous savez que c'est un mot que le politique n'aime pas. Donc, nous sommes en quelque sorte à notre niveau des acteurs sociaux. Nous essayons de porter en quelque sorte, de dénoncer en quelque sorte certains méfaits de la société. On sait que c'est un véritable combat et on a surtout besoin de votre soutien. Pas le soutien financier, mais aussi au-delà du soutien spirituel, parce qu'on en a vraiment besoin. C'est une bataille que nous sommes en train de mener et nous savons qu'elle va porter des fruits. Merci infiniment. Merci infiniment, messieurs co-auteurs. Nous avons suffisamment compris. À Fabrice, qui a su souligner en lettres d'or la dimension humanitaire et universelle de notre vision, à vous trois, chers messieurs, qui avez souligné la dimension éthique, morale, sociale et engagée de votre publication. Nous vous disons merci et également nous nous assurons d'avoir reçu cette main tendue que cette présence du document entre nos mains ne soit pas seulement un soutien financier ou physique, mais aussi un soutien moral, un soutien spirituel, un désir d'engagement et de prendre désormais part à votre combat, à votre engagement, à votre œuvre. Ça pourrait être, comme je l'ai dit tantôt, un déclic pour chacun de nous quand nous aurons parcouru votre univers livresque. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté avec beaucoup d'attention ces exposés que je vais appeler des exposés préalables, parce que cette fois-ci, nous allons rentrer dans le cadre de résistance et nous allons donner la parole certainement à Ronald afin qu'il revienne sur un aspect très important de cette dédicace de ce soir. Ronald Tella va revenir sur la note de lecture de l'ouvrage. Il est déjà question d'explorer cette première de couverture avec des questions qui sautaient à l'œil. Une image, des écrits, des signes, des couleurs. Pourra-t-on trouver une commune mesure d'interprétation entre les images et la symbolique de couleurs que vous avez choisi et empiré dans votre ouvrage? Qu'est-ce que nous sommes supposés retenir en substance de ces 4 dimensions de vision que vous avez su partager, de Fabrice à Ronald, en passant par Guy Martial et Andy? Qu'est-ce que vous avez essayé de nous dire? Alors, Ronald, d'ici peu, en quelques secondes, je vais te passer la parole afin que, avec ces mots justes, avec ce grand maniement de la tâche dont tu sais fait montre, que tu nous remettes dans le bain
de votre effusion d'esprit. Alors, Ronald, Je veux passer la parole. Je vais ouvrir mon propos par cette pensée d'un auteur contemporain. Et cet auteur n'est personne d'autre que moi-même dans une de mes préfaces. Moins il existera des livres, plus l'humanité sera déshumanisante et chaotique. Que vaut l'évasion si la réalité est monstrueuse? Pas de répit pour un auteur. À chaque coup porté au cœur de l'homme, il coupe l'hémorragie par ses mots. Fin de citation. Il s'agit en réalité d'une devise qui est inscrite au cœur de chaque artiste. Et nous, auteurs d'anthologie d'Afrique et d'ailleurs, n'avons pas échappé à cette vocation. Si le roman est un miroir critique de la réalité ambiante, que dit de la poésie qui aujourd'hui milite en faveur de la cause humaine, qui fait un plaidoyer pour un monde sain et constant? Il faut savoir que cette cérémonie de dédicace est a priori un cri d'alerte pour chaque Africain que nous sommes, en perte de notre origine, de nos repères, de notre essence, de nos valeurs culturelles. On a comme l'impression que nous sommes totalement occidentalisés, jusque dans notre être intérieur. Et a posteriori, cet ouvrage est une invitation à l'action. Une action qui étant prônée par chacun est test. Je peux citer le débrouillard qui est une apologie du combat existentiel. Où chaque mot, chaque vers, chaque parole fait battre notre cœur. Une lecture approfondie et continue de cet texte nous amène à nous redécouvrir, à porter haut le flambeau de l'espérance et à nous dire enfin, waouh, et ce que je suis capable de faire. Si nous prenons le cas du poème Racine, il s'agit d'un texte qui nous fait entrer dans l'essence même des Africains que nous sommes. Le vocable utilisé est un vocable reconnu dans tous les pays africains, y compris l'île de Madagascar. Je dis bien que dans ce poème. Vous voyez donc que c'est une interpellation vive pour les Africains que nous sommes. Une interpellation directe pour les Africains que nous sommes, à nous poser de multiples questions, parce que le but n'est pas seulement de prendre conscience, mais c'est aussi de se mettre à l'action. Mesdames et messieurs, en 2016, principalement le 12 mars, nous avons vécu dans la ville de Douala, à l'hôpital La Quintini, une affaire tragique qui avait plongé l'ensemble de la population dans un océan de larmes. C'était une jeune femme, elle s'appelait Ali Koumaté, Ali Mouni Koumaté, je ne sais pas si je sais que plusieurs personnes la connaissent, paix à son âme aujourd'hui. Elle était âgée de 31 ans à l'époque. Malheureusement pour elle, elle avait perdu sa vie et des vies, pour ceux qui se rappellent de l'histoire. Tout simplement parce qu'elle essayait de tourner la vie. Mais dites-moi un peu, est-ce que la situation de cette pauvre dame nous est étrangère? Est-ce qu'il n'y en a pas parmi nous qui se sont déjà retrouvés dans cette situation? Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Donc c'est une situation trouble. Et rappelons que nous sommes en 2016, la même année, on vivait ce qu'on appelle la crise en retour. Je crois qu'elle a débuté en fin d'année 2016. Toutes ces situations n'ont pas laissé indifférent chacun des auteurs que nous sommes. Et les auteurs qui disaient, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parle. Alors, ce jour, notre pays a été plongé dans un profond gouffre, dans un précipice. Et c'est pour essayer de sortir de là
que nous avons ensemble trouvé bon de manifester notre colère intérieure en nous mettant ensemble. Mon confrère Andy, Marcia, Fabrice, que je connais particulièrement, on se connaît tous. Il n'y a pas que cet ouvrage qui nous a mis ensemble, mais bien avant, on se connaissait. Donc, nous l'avons exprimé dans certains poèmes. Si vous parcourez le poème Regard social, je crois que c'est mon deuxième texte, il s'agit d'une forme poétique un peu particulière. C'est de la poésie surréaliste. Il n'est pas le fond, le contenu. Vous allez constater que c'est un texte qui nous plonge dans une réflexion absolue. Lorsque nous parcourons des textes comme Kumba le combat, Stop Nozoa ou alors L'assassin, on ne peut pas rester les bras croisés. C'est d'interpeller chacun de nous. Et n'oublions pas aussi que dans cet ouvrage, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'amour. Que ce soit l'amour envers notre Dieu, comme c'est exprimé dans un de nos textes qui a été écrit par Andy, malgré moi, que ce soit l'amour que tout le monde connaît, l'amour d'un homme envers sa femme, c'est déjà même l'une des particularités de la poésie. Sauf que ce n'est pas mon propre parce que je ne me sens pas très à l'aise dans le lyrisme, je suis beaucoup plus sarcastique. Bon, mais je sais que j'ai autour de moi des spécialistes de la rhétorique. Ils sont très prétentieux. Mais c'est même une des raisons pour lesquelles nous sommes mis ensemble pour le titre mélange. Parce que quand on parle de mélange c'est en quelque sorte un ensemble, une diversité, mais qui en réalité est uniforme. Et c'est ce que nous essayons de démontrer. Lorsqu'on parcourt la préface de l'ouvrage qui a été signé par mon confrère Fabrice Sotonodio, il écrit « L'amour étant aussi vieux que le monde, il ne demeure pas une équation facile à résoudre. Et bien que le début soit toujours merveilleux, pour tout le monde, chacun a une fin qui lui est bon. N'oublions pas, je l'ai mentionné, cet amour occupe une place de choix dans l'ouvrage. Déjà que si vous êtes ici, c'est par amour. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous aurez pu être peut-être à la maison, vous aurez pu partir à vos occupations, mais par amour, vous avez choisi de nous soutenir. Et je vous dis humblement merci. Lorsqu'on parcourt des textes comme Émérance, Hiver agité, Amour interdit de mon confrère Marcia, je ne sais pas pourquoi il a décidé de l'intituler de la sorte, mais peut-être qu'il aura un mot à nous dire là-dessus. Sans toutefois oublier l'amour par excellence, celui qui nous a créés, celui qui nous a mis au monde, celui qui ne cesse de pardonner nos fautes malgré nos multiples transgressions, malgré notre condition humaine. Donc, je dirais tantôt que ce recueil est non seulement une dénonciation, mais aussi une interpellation. Une interpellation directe de chacun d'entre nous, à son niveau. Parce que nous avons tous soif du changement, c'est vrai, mais n'oublions pas que ça passe par nous. Même à la maison, nous sommes tous donc appelés à étudier cet humanisme qui est tant prôné dans le recueil afin de parfaire notre existence. Pas pour nous, mais pour ce que nous allons laisser derrière. Parce que nous le savons, dans 10, 20 ans, 40, 50 ans, 60, 100 ans, nous serons plus là. Mais il y a une question fondamentale qui sera posée, qui devrait être posée. Qu'avons-nous fait de notre existence? C'est donc
une interpellation personnelle, une interpellation directe à l'action, afin que lorsque nous ne serons plus, et là je vais paraphraser, je crois, Martin Luther King, on dira, ici a vécu un grand balayeur de rue qui a bien fait son boulot. Mesdames et messieurs, sur cette citation, je vais devoir cesser la parole. Merci infiniment. Merci. Donc pensez à cette autre citation de Martin Luther qui disait encore: si le monde se porte mal, ce n'est pas à cause des gens qui font le mal, mais à cause des gens de bien qui regardent et ne font rien. Cette interpellation nous va véritablement dans le cœur, et en examinant de fond en comble votre poésie, je veux savoir que cette interpellation va certainement nous tarauder l'esprit au quotidien pour s'arriver à votre bilan, à votre bilan, à votre bilan. Et je veux donc, avant d'appeler encore Épiphanie, pour déclamer un poème essentiel de je crois bien, ça sera quelque chose d'important, parce que je tiens à ce que ce poème soit déclaré. Mais d'abord, votre invite, cher Roland, me fait donc confirmer ces propos savants du professeur Maurice Kamto, qui exprimait, après un exposé, une expression savante: il y a urgence d'action. Il y a urgence d'action, messieurs et dames, à se réveiller, à se reprendre, à réorienter son identité, comme l'a suggéré Élie Césaire dans son cahier dans le tour pays natal, à se redynamiser, à redéfinir ces années venues, parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est quand on sait d'où on vient qu'on sait où on va. Mesdames, Messieurs, merci. Merci, chers auteurs. Merci de nous avoir éclairés. Merci d'avoir balisé le terrain de la compréhension, de l'exploration et de l'appropriation de votre chef-d'œuvre. Épiphanie, je vais t'appeler cette fois-ci pour poursuivre cet enrichissement d'esprit, non sans effet, bien sûr, pour déclamer à nouveau un poème qui me tient à cœur. C'est une création de Guy Martial qui, avec sa verve et toute sa fougue, a bien voulu consigner sa pensée en ces quelques mots. Le corps n'a pas encore chanté, mais il est déjà debout. Il n'a pas le choix, mais le problème n'attend pas. De toute façon, il faut bien joindre les deux bouts, sauf s'il veut périr comme le cartouche. Conscient que la main ne tombera pas du ciel, il se bat, le résultat est encore invisible. Alors qu'il souhaite aussi nous vivre au miel, il pense parfois que cette mission est possible. Se demandons parfois pourquoi lui. Sa croix semble de plus en plus difficile à porter. Il est à bout de souffle, à chaque tombée de la nuit. Souvent dépité, abattu, découragé. Le salut semble hors d'atteinte. Il regarde ce que sont devenus ses amis et souhaiterait être comme eux afin de comprendre. Qu'en sera-t-il de lui au final dans cette vie? Abandonner n'est pas pour lui une option. Il a la conviction qu'un jour, ça changera. Effectuant tout boulot, lui permettant d'avoir sa ration. Malgré que certains le traitent de rat, les difficultés sont grandes, mais la détermination est encore plus grande. L'objectif n'est jamais rendu de vue. L'espoir est semblablement que dit plus. Au final, il voudrait qu'il ait donné ce qu'il aurait pu. Confiant, persévérant, optimiste malgré tout, la vie lui réserve certainement quelque chose de lui. Il faut être endurant selon un vos ne pas laisser tomber avant que la délivrance ait lieu. La situation actuelle n'essaie de pas en dire.
vu qu'il travaille chaque jour, mais demain sera poursuivi plus tard. Entre-temps, il faut donc rester le témoignage. Merci. Qui vient du fond de ton esprit, mérite que tu touches des mots, Martial. Je crois le savoir. Chers invités, cette écriture aussi touchante. Martial. Merci de me passer la parole une fois de plus. Il y a en quelque sorte le reflet de mon âme. Et quand je dis le reflet de mon âme, c'est le reflet de milliers d'autres personnes. Nous vivons vraiment des situations au quotidien très difficiles. Et il nous arrive de rentrer à la maison dans notre petit coin, on coule même des larmes. Des fois, on est tenté d'abandonner. Et dans ce genre de moment, nous sommes le plus souvent seuls. Nul n'est avec nous. On est juste là, on réfléchit, on voit tout ce à quoi on passe, toutes les difficultés que nous traversons. Et il n'y a personne à côté pour nous soutenir. On se pose donc les questions de savoir, faut-il continuer ou alors faut-il abandonner? Ce que j'essaie juste de faire passer dans ce point, c'est à d'autres jeunes comme moi de savoir que, de se mettre en tête que peu importe ton niveau social, peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois débrouillard ou pas, rien n'est jamais facile, rien n'est jamais acquis. Il faut chaque fois se surpasser. Quand tu te dis être débrouillard, tu as des difficultés, mais celui-là que tu estimes être aisé ou riche a sa part de difficultés que peut-être même si on te met à sa place, tu ne seras pas capable de surmonter. Mais j'ai pris beaucoup plus le débrouillard qui est la classe, la petite classe, si je peux l'appeler ainsi. C'est un appel, oui, de savoir que peu importe ce à quoi tu fais face, ta seule limite, c'est toi-même. Merci. Au-delà de cet apaisement qu'on peut seulement faire son collège, face à l'adversité de la vie, on peut croire et il ne faut pas rompre. Nous aurons compris. Merci pour cette sagesse qui vient encore augmenter notre petit quotient et nous nous sommes suffisamment reconnaissants. Chers invités, maintenant nous allons marquer un pas décisif vers la sortie de notre conducteur. Nous allons vous donner la parole en petit temps de réaction. Certainement, vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Il y a des petits énigmes qui traînent dans vos esprits. Il est donc temps que l'on vous passe la parole pour permettre à ce que les uns et les autres soient beaucoup plus édifiés de votre vision en vous, de l'ouvrage que vous manipulez déjà, ou alors même des exposés qu'ils ont évalués tout au long de leur prise de parole. Mesdames et messieurs, le moment est venu de vous adresser aux différents auteurs. Bonsoir à tous. Je suppose que pour la plupart d'entre nous sommes tant surpris. J'ai l'impression que chacun ici là se pose la question de savoir où est-ce qu'il se trouve exactement. Tellement on a déjà suivi les gros mots. Et les mots souvent que c'est comme ça. Depuis là, j'écoute vraiment. Je dis mais finalement je ne comprends plus. En fait, ma question est celle de savoir pour nous qui sommes ici ce soir, qui avons tenu à venir soutenir les auteurs dans cette aventure. Ma question est celle de savoir comment est-ce que, chers auteurs, vous souhaiteriez que nous qui avons eu à prendre les livres ou encore nous qui avons l'intention de prendre, d'acheter le livre dans les prochains jours,
est-ce que vous pensez que nous devrions, du moins la conduite ou encore la posture que nous devrions avoir au moment où nous voulons véritablement nous asseoir pour lire cette œuvre? Parce que, en fait, il s'agit de la poésie. Et très honnêtement, ce n'est pas la tasse de thé d'un grand nombre. Donc, même à l'école, ce n'était pas du tout évident. Il y a plusieurs qui suivaient cela. Donc, comment est-ce que vous, quelle est la posture que vous souhaiterez que chacun ou chacune de vos lecteurs puisse avoir au moment où il devra lire cette question? Eric, merci pour la question. Cela me renvoie à te répondre en disant tout simplement la poésie, c'est une forme d'expression du cœur. Lire un texte poétique, c'est ouvrir son cœur, c'est être humain. Pour lire cette œuvre, il faut être habité par un esprit d'humanité. Et si on lit avec le cœur, je suis sûr que chacun pourra comprendre, au-delà du vocable qui ont peu soutenu, les sens de ce qu'on voulait penser. Quand vous regardez par exemple le poème Ma vie, une vie dans le tunnel, c'est le récit des méfaits, des meilleurs de la société qui poussent les jeunes davantage à s'éviter d'alcool, qui poussent les jeunes davantage à croire que demain n'est plus possible, qui poussent les jeunes davantage à baisser les bras. Pour cela, je ne pense pas qu'il faudrait avoir un bagage intellectuel élevé, mais il faudrait tout simplement avoir un cœur ici. Oui, monsieur le maître de cérémonie, comme l'a si bien dit mon confrère ici, nous savons, c'est vrai, la poésie, de par sa nature, est un genre hermétique. On peut même dire un genre sibyllin, mais nous avons essayé à notre niveau de ramener l'expression au langage courant, si je peux me permettre, de ramener l'expression au langage courant. N'oublions pas que la compréhension d'un texte, d'une œuvre, est généralement circonstancielle. Je m'explique. Si on essaie par exemple de déguster les textes de Victor Hugo, par exemple, qui nous parlent de la France, de Paris, etc., on aura des difficultés à comprendre pourquoi, parce que nous n'avons pas encore visité Paris, nous ne sommes pas encore allés à Marseille, du moins pour ceux qui sont comme moi et autres. Par contre, lorsqu'on parcourt nos textes, il y a des textes tels que Kumba le combat. Même si d'aucuns d'entre nous n'ont pas encore mis les pieds à Kumba, on sait quand même que c'est une ville du Cameroun. Donc quand je dis que la compréhension est circonstancielle, ça veut dire qu'elle dépend déjà de ce qui est dit, du lieu où on se trouve, mais aussi beaucoup plus de ce qu'on peut tirer si le texte nous interpelle personnellement. Parce que pour mieux comprendre, il faut se sentir concerné. Donc pour mieux comprendre, il faut se sentir concerné. De par les problématiques qui sont évoquées dans l'ouvrage, de par le cadre spatial évoqué dans l'ouvrage, on peut, en écoutant la voix du cœur, comme l'a si bien dit, un peu accéder à une certaine compréhension, aller même au-delà de la compréhension. Parfois, il nous arrive en tant qu'auteur d'être surpris par les commentaires que les uns et les autres font sur nos propres textes. Oui, plusieurs fois, parce que j'ai eu, bon, c'est une parenthèse, j'avais un texte que j'avais écrit pour une compétition internationale. Et il y a un professeur agrégé, un Français, qui avait produit, je vous assure, un commentaire de près de 150 pages sur mon texte de moins de 10 vers. J'étais surpris. Donc, je dirais que lorsqu'on écoute le cœur, on peut être capable d'accéder même à cette compréhension qui était encore en quelque sorte dans les nuages. Donc, c'est ce que je peux ajouter ici.
Martial. Oui, c'était les deux confrères viennent de